Bienvenue à vous, bienvenue à tous et à toutes. Cette table ronde s'appelle Égalité en backstage, l'emploi des techniciennes en question. Donc on va discuter ensemble d'un sujet qui a été abondamment commenté de ces dernières années, en particulier depuis 2017 et le mouvement de MeToo. Dans le spectacle, en général, de nombreux dispositifs ont été mis en place, que ce soit à des échelles individuelles ou de réseaux, comme des dispositifs de mentorat. Il y a eu beaucoup de tables rondes, il y a des collectifs féministes qui se sont créés, et puis à l'échelle institutionnelle, il y a aussi des politiques d'incitation à la parité et de lutte contre les violences et harcèlements sexistes et sexuels qui se sont mis en place. Et dans le domaine technique, ça commence à se mettre en place, donc on va en parler. La nécessité de la mise en place de politiques en faveur de l'égalité est admise par à peu près tout le monde. Aujourd'hui, il n'est plus vraiment possible de dire qu'on est contre l'égalité. On en parle beaucoup et on peut avoir l'impression que le problème est réglé ou du moins qu'il est en passe de l'être. Mais en fait, les chiffres stagnent et on observe encore pas mal de... Les chiffres n'augmentent pas beaucoup. Et on observe encore pas mal de résistance, même si elle ne dit pas forcément son nom. Donc cette table ronde est l'occasion de faire un point sur la réalité des chiffres, justement, dans le détail. Et puis de creuser certaines des problématiques spécifiques qui sont rencontrées par les techniciennes dans le spectacle et l'événement, comme par exemple la maternité. Et puis aussi certaines des réponses concrètes qui ont été mises en œuvre, comme la question du mentorat. Donc j'ai à mes côtés pour discuter de tous ces sujets Carole Zawadzki, qui est déléguée générale de la commission paritaire nationale emploi-formation du spectacle vivant. À sa gauche, Alessandra Andouard, qui est coordinatrice, chargée de coordination, sujet égalité et inclusion au CNM. Stéphanie Gambarski, coordinatrice des dynamiques liées à l'égalité, aux diversités et aux pratiques artistiques et culturelles à la Fédélima. Et en visio avec nous, qu'on ne voit pas là, mais qui est avec nous, voilà. Amandine Thirier, qui est la présidente du collectif Les Matermitantes. Donc bienvenue à vous et merci beaucoup d'être là. Avant d'entrer dans la discussion proprement dite, je vais laisser tout de suite la parole à Carole Zawadzki, qui va nous présenter justement les derniers chiffres. Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que... Il faut que je me décale parce que je suis juste devant ou ça va ? Voilà, il n'y a pas de table ronde sérieuse sans chiffres de cadrage au début. Ça permet de poser le sujet, de voir les évolutions, de savoir un petit peu effectivement quel est l'état des lieux, où on en est pour mieux se parler. Alors, je vous propose juste un rappel rapidement de ce que c'est que la CPNEFSV. Ce vilain sigle cache une commission paritaire, c'est-à-dire qui regroupe l'ensemble des organisations d'employeurs et de salariés du spectacle vivant, les trois branches publiques, privées et prestations de services techniques, avec une mission assez large d'articulation des politiques d'emploi et de formation, de repérage de tout ce qui fera l'avenir de nos métiers et de pouvoir observer, analyser l'emploi, recommander et qui servira d'appui aux décideurs et aux opérateurs que peuvent être nos partenaires au quotidien, les ministères. Donc des GCA, des GEFP pour la culture et l'emploi, l'AFDAS, Audience, plutôt que de me faire un torticolis, il faut que je me souvienne que j'ai imprimé prudemment mes petites notes. Donc évidemment l'AFDAS, Audience, France Travail, le CNM, Tali Santé, les COREPS qui sont des comités régionaux également paritaires de cadres de dialogue et de discussion en région. Les organismes de formation avec qui on travaille au quotidien, évidemment,
et puis France Compétences, qui est une instance intersectorielle nationale. Bon, ce qu'on fait globalement, c'est de pouvoir produire des délibérations, donc c'est plutôt un rôle politique. On a un rôle d'observation, et c'est là qu'on va pouvoir revenir sur les chiffres. Petitement, on produit quelques ressources, puisqu'on est une structure d'intérêt général, comme un guide des métiers ou un répertoire des formations ou différentes informations. Nous sommes aussi porteurs pilotes d'une offre de formation sur des domaines de niche très complémentaires avec l'offre existante par ailleurs dans le domaine de la sécurité de l'électricité et du rigging. Et puis, on peut aussi accompagner certains dispositifs. Donc, vous voyez, on a des missions assez larges qu'on mène avec nos partenaires, et vous pouvez retrouver nos ressources en ligne sur notre site internet, là, notamment les données. Alors, sur la situation des femmes dans le spectacle vivant. Alors, effectivement, je tiquais un petit peu tout à l'heure parce que l'évolution de la part des femmes, c'est-à-dire la parité, elle s'améliore. Il y a une vraie progression. Alors, effectivement, c'est un peu lent, comme vous l'avez dit, Raphaël, puisque la profondeur des données remonte à 2000 et qu'on est maintenant 23 ans plus tard. On avait une part des femmes à l'époque, dans l'an 2000, qui était de 34%, donc assez faible. Donc là, c'est sur l'ensemble des métiers artistique, technique et administratif. Donc on avait à peu près une proportion de femmes de l'ordre de 34%, et aujourd'hui on est à 42%. Donc ça a quand même très nettement augmenté. On est vers, pas une résorption des déséquilibres, mais on a une progression globale de la part des femmes, c'est-à-dire du volume d'emploi qui augmente. On a quand on compte des personnes physiques, on a plus de femmes aujourd'hui, on n'est pas à l'équilibre, mais ça a bien progressé. Donc la parité, il y a un rééquilibrage, même si les femmes sont toujours minoritaires par rapport aux hommes. Les femmes aujourd'hui, toutes personnes confondues, tout secteur, tout domaine, on est à peu près 105 280 femmes qui ont travaillé au moins une fois dans le spectacle vivant en 2023. C'est des chiffres produits par Audience. Donc la parité s'améliore. Par contre, l'égalité, c'est une question qui est différente. Là, il y a un vrai sujet, probablement. C'est assez différent. Entre compter le nombre de femmes et vérifier qu'il y a bien une égalité entre les genres, ce sont des questions qui se travaillent différemment. Donc, je vous ai mis pour ce slide-là. Donc, évidemment, j'ai envie de dire, parce que les représentations font que, ou la structuration du marché de l'emploi, ou les modes de recrutement, bref, dans la technique, puisque c'est un peu le sujet d'aujourd'hui, nous avons une part de femmes qui est de 27% dans la technique. C'est le moins bon score, si on peut parler comme ça. Et là où on retrouve le plus de femmes, sans surprise, c'est dans les métiers administratifs, avec 63%, qui sont plutôt à ce moment-là sur des métiers d'accueil, de médiation, d'administration, production, etc. Voilà, là-dessus. On peut passer sur le suivant, s'il te plaît. Alors, j'ai pas oublié ma question d'égalité, je vais y revenir. Donc, si on regarde le détail la répartition des effectifs hommes-femmes, là, dans les domaines techniques, c'est classé en haut du petit tableau par les cadres. Vous avez les domaines de la direction technique et de la régie générale, donc ça se lit comme ça. En 2023, il y avait 6 679 personnes, hommes et femmes, qui ont eu au moins un contrat de travail. L'emploi a augmenté de 31% entre la période 2019-2023. Et la part des femmes dans ce domaine-là, de la direction technique et régie générale, c'est 19% de femmes et 80% d'hommes. Donc, ce qu'on voit dans les métiers techniques, c'est qu'on a on a toujours des professions très genrées. Malheureusement ou heureusement, j'en sais rien. Enfin, ça, c'est quelque chose qu'on peut discuter. Enfin, en tout cas, on retrouve sans grande surprise, les chiffres viennent confirmer que les femmes sont plutôt dans la coiffure, perruque, le costume, l'habillage, les masques et le maquillage. Et aussi plus en équilibre dans la scénographie et les bureaux d'études. Et les hommes se retrouvent dans les emplois cadres de la direction technique, par exemple, dans tous les métiers à scène, plateau, site, structure rigging, électricité,
la lumière, la vidéo, image, audiovisuel, les effets spéciaux, la pyrotechnie, le son évidemment, l'informatique réseau et maintenance, magasinage. Bon, c'est sans surprise, hein, ce sont les bastions, ce sont les cœurs de métier. On pourra en expliquer les raisons. Donc encore une fois, ça se rééquilibre. Il y a des métiers où il y avait vraiment aucune femme. Aujourd'hui, il y en a un peu. Donc on s'améliore. Par exemple, dans le rigging que je connais bien, qui était un métier quasiment 100% masculin, aujourd'hui, on a quand même quelques femmes. Donc on a tout un travail à faire pour mieux les attirer, pour les fidéliser, etc., etc. Et puis j'en ai un dernier, s'il te plaît, Marion, où je vous ai mis. Alors, ça, vous retrouverez. C'est un extrait de la petite note que vous avez sur la table si vous ne l'avez pas prise, et vous pouvez aussi la diffuser à partir de notre site internet, cp9sv.org. Vous retrouverez tout ça tranquillement pour le potasser. Donc, je vous ai sorti le top 10 des métiers féminins et le top 10 des métiers masculins. Alors là, tous secteurs confondus. On retrouve les métiers artistiques, musique et chant et art dramatique. Et puis après, ça se décline. C'est effectivement très genré. Et puis les cœurs de métier aussi, où on retrouve le plus d'hommes et de femmes. C'est un petit peu ce que je vous ai commenté. Je vais finir sur la question de l'égalité, en fait, qui est vraiment celle qui nous préoccupe le plus. C'est bien qu'il y ait plus de femmes en nombre, mais le sujet à traiter, c'est celui de l'égalité des chances. Donc, ça pose la question des durées de travail. Donc ça, on a peu d'éléments pour les observer. Donc, ce sera aux acteurs de terrain de savoir si là, vraiment, il y a un recentrement. La durée de travail, les rémunérations. L'accès à des carrières longues, c'est-à-dire de pouvoir entrer dans nos professions, en vivre et durer, faire carrière. Bonjour Cyril. Vous êtes en retard, monsieur Puy. Donc faire carrière dans les carrières, dans les métiers techniques, a priori, c'est là où il y aurait le plus d'inégalités. Quand je regarde mes chiffres, les femmes rentrent assez facilement dans les métiers du spectacle vivant, plus jeunes que les hommes, mais elles y restent moins longtemps. Il y a plus de turnover, il y a plus de rotation. Donc ça, c'est vraiment des questions qui sont liées à ce phénomène sur lequel il faut qu'on bosse tous ensemble, qu'on trouve des leviers pour permettre qu'elles aient une meilleure qualité de travail qui leur permettent de rester. Et j'étais sur la question de l'égalité. Donc, c'est les durées de travail, les rémunérations qui sont associées, les carrières longues et évidemment aussi l'accès à des postes de cadre, d'encadrement, d'évolution vers des métiers qui les intéressent plus ou qui leur permettront de progresser selon les souhaits qu'elles auront. Voilà ce que je pouvais vous dire, je pense, sur... Est-ce que j'ai un regret avant de passer la parole? Oui. Voilà, et puis je vais finir sur une note positive qui est de se dire, effectivement, il y a des déséquilibres, mais qu'on voit l'attractivité des métiers techniques chez les femmes. Aujourd'hui, pour ceux qui font des salons d'orientation, on n'a, pas encore énormément, mais on a des femmes qui viennent, on a des familles, on a une compréhension de nos métiers qui ont été revalorisés. Il y a eu un gros travail de promotion et de connaissance de ces métiers de l'ombre qui commence à porter ses fruits, où on voit vraiment arriver des femmes dans des carrières qui, avant, étaient connotées pas possible, fermées, machistes, salissant, trop dur, impossible. Voilà, donc l'attractivité de nos métiers commence à être bien meilleure. Voilà. Merci beaucoup, Carole, pour cette présentation. Avant de rentrer dans le détail des raisons pour lesquelles on est dans cette situation aujourd'hui dans le domaine de la technique, donc on était à 27%, c'est ça, de femmes, c'est-à-dire en fait moins que le pourcentage total de femmes dans le spectacle vivant en 2000. Voilà. Donc aujourd'hui, on est à moins de 20 ans en arrière, on est à plus de 20 ans en arrière dans la technique. Avant de rentrer dans le détail, est-ce que, ça c'est une question qui s'adresse à nos 4 invités,
est-ce que vous pourriez poser un diagnostic global, synthétique, sur pourquoi il y a une telle disproportion entre les métiers techniques et les métiers et les autres, notamment administratifs, mais pas que. Bonjour. Alors moi je parle au niveau des musiques actuelles. La Fedelima regroupe 160 lieux ou projets qui n'ont pas de lieu non plus en France, et donc qui œuvrent dans le champ qu'on appelle les musiques dites actuelles, donc une grande famille qui va du jazz, du hip-hop, les musiques trad aussi, les musiques qui ont été amplifiées. Voilà, ça c'est mon endroit d'observation et de travail. Donc la focus déjà elle est plus réduite que le champ du spectacle vivant en entier, et je pense que ça raconte aussi quelque chose parce que même si on reste focus sur les métiers techniques et on veut comprendre où l'insertion professionnelle se joue à la sortie des formations, je pense qu'on peut aussi différencier peut-être des secteurs de la culture pluridisciplinaire, de la danse, du théâtre et des musiques actuelles où ça se passe pas d'une manière similaire. Voilà, donc moi c'est les musiques actuelles, voilà, mon endroit d'observation en tout cas et de travail de ces sujets. Pourquoi ? C'était ça la question, Raphaël, hein, le constat du pourquoi ? Oui. Voilà. Pourquoi il y a une telle disproportion ? Alors, clairement, je pense que si, bien sûr, tout change et tout évolue, mais quand on pense aux musiques qu'on appelle aujourd'hui actuelles depuis les années 80, avant c'était la culture du rock, ça a été un secteur qui a été construit autour de ces esthétiques rock par des hommes, très clairement dans les années 80. Faut aussi, pour comprendre comment on peut dépasser les freins, il faut aussi comprendre l'histoire et comment ça s'est construit. Donc on est dans cette histoire-là. On élargit le spectre, on élargit nos champs de réflexion et puis nos champs d'action petit à petit, mais ça a été marqué comme ça aussi dans les années 80. Aujourd'hui, on parle de jazz, d'électro, tout ça, mais ça vient en tout cas de ces cultures rock masculines des années 80-90. Donc je pense que le secteur des musiques actuelles, il part déjà avec une image, tu as parlé de machisme ou de masculinisme, mais on part de ça. Donc on ne peut que progresser, et c'est tant mieux. Mais on travaille avec notre histoire et notre héritage aussi. Donc, je pense que c'est aussi et c'est important aussi de parler de secteurs et de structures de la société autour de ça, parce que c'est pas forcément qu'un défaut des techniciennes. C'est comment un secteur se construit, qu'est-ce qu'il perpétue comme image, pourquoi de jeunes femmes ne souhaitent pas... par exemple, dans les formations, moi je discute avec certains centres de formation qui ont des effectifs en son très paritaires. Pourtant, l'insertion professionnelle ne se joue pas dans les musiques actuelles, ou très peu, ou très moins. Donc, c'est bien qu'il y a aussi quelque chose qui est renvoyé de ce secteur. C'est pas la faute des personnes, forcément. C'est aussi cette chose-là qui s'ouvre petit à petit, qui se travaille collectivement. Il a fallu ces chiffres-là, qu'on se les partage, qu'on les accepte, sortir d'un certain déni, pour après se dire, on va progresser, qu'est-ce qu'on peut faire ? Donc voilà, je pense que c'est cet héritage-là. Et pourquoi ? C'est un peu la limite des chiffres, en fait. Ça raconte pas pourquoi. Et le pourquoi le plus simple, c'est de demander aux personnes, de savoir pourquoi. Mais tu as cité les horaires, tu as cité, par exemple, s'insérer quand on est une technicienne qui sort de formation dans des équipes essentiellement masculines. Peut-être que ça peut être une question. Est-ce que c'est accueillant ? Est-ce que ça donne envie ? Est-ce qu'on s'y sent à l'aise ? Est-ce qu'on se dit qu'on va faire une carrière là-dedans ? Ou on commence et puis on arrête parce que finalement, c'est peut-être pas là ? Et donc, toutes ces questions que tu as soulevées via les chiffres, Carole, je pense que c'est des éléments en tout cas de questionnement à avoir et de début d'analyse. Voilà. Alessandra Andois. Non, mais Stéphanie a déjà dit beaucoup de choses. Effectivement, sur la musique en général, au-delà des musiques actuelles, on est encore sur un secteur, et le secteur du spectacle vivant aussi, qui sont très dominés par des hommes, et forcément, ça se joue à tous les niveaux, que ce soit au niveau technique, au niveau administratif ou autre. Moi, je rejoins Garotte sur le fait que quand même ça évolue. Sur les chiffres qu'on a, qui sont plus côté musique, au CNM, sur le baromètre de l'emploi qui a été publié au MAMA dernier,
sur l'ensemble du champ, on est passé de 40% à 56% de femmes dans les métiers de la musique. Donc, il y a plus de femmes qui rentrent dans le secteur aussi. Ça ne veut pas dire qu'à un moment donné, et je vais faire peut-être après une petite passe décisive aux maternitantes, mais à un moment donné, les femmes aussi sortent de ce secteur. Et pourquoi et comment on fait pour essayer de les garder aussi à ces endroits-là et à leur permettre d'exercer en fait leur métier, tout simplement. Donc il y a plein d'enjeux. Il faut encore continuer à travailler sur la lutte contre les discriminations, les violences et le harcèlement sexiste et sexuel. Il faut continuer à essayer de valoriser aussi ces postes-là, à ce qu'il y ait une prise de conscience aussi qui est faite globalement, parce que tout le monde se rend compte qu'il y a des problèmes d'égalité, mais qui n'est pas encore complètement diffuse, on va dire. Et en fait, prendre conscience du fait que dans ces équipes, il y a... en fait, les équipes sont très masculines, par exemple, c'est aussi prendre conscience du problème et c'est se donner aussi les moyens de pouvoir travailler dessus, parce que si on ne prend pas conscience d'un problème, on ne peut pas agir dessus. Voilà. Et j'ai oublié juste encore un petit truc sur les musiques actuelles, il y a le fait technologique. C'est des musiques qui sont amplifiées et qui, peut-être à la différence d'autres musiques ou d'autres pratiques artistiques, travaillent avec l'outil technique beaucoup et l'outil technologique. Et on sait aussi la double discrimination qui s'applique sur femmes et techniques dans tous les métiers. Donc il y a le milieu, mais il y a aussi, on le retrouve dans le milieu du numérique. Enfin, c'est l'entrée technique et technologique, c'est le double frein peut-être, spécifique plus à ce secteur-là. Ouais. Merci. Je vais passer la parole à Amandine Thirier. Est-ce que vous entendez bien, Amandine ? Je vous entends bien. Bonjour. Donc, vous êtes la présidente du collectif Les Maternitantes et donc, comme l'a dit Alessandra à l'instant, la maternité est un facteur de sortie du secteur plus tôt que les hommes. Le collectif s'est créé en 2009 justement autour de cette question-là. Est-ce que vous pourriez commencer par nous présenter le collectif et le besoin qui s'est fait sentir à un moment de le créer quel besoin ça a répondu à ce moment-là? Oui, alors on est un collectif de défense des droits à la protection sociale en cas de maternité ou de maladie. Donc, c'est un collectif qui s'est créé au départ complètement spontanément, c'est-à-dire qu'on était quelques intermittentes du spectacle, beaucoup d'artistes ou quelques techniciennes aussi, qui avons été confrontés à des problèmes en 2009 vis-à-vis de Pôle emploi et de l'indemnisation Pôle emploi qui suivait en fait un congé maternité. C'était le tout premier élément déclencheur. Les congés maternité qui avaient été obtenus en 2007-2008 avaient donné lieu à un calcul très défavorable chez Pôle emploi en 2009. Et comme on a été beaucoup à en payer les frais, c'est-à-dire que Pôle emploi, tout à coup, avait estimé qu'il nous donnait trop d'indemnisation et se remboursait. Donc, on n'avait plus d'indemnisation pendant 3-4 mois, donc quelque chose de quand même assez affolant dans le quotidien. On s'est assez vite rendu compte par nos contacts et en passant par la coordination des intermittents et précaires qu'on était nombreuses dans ce cas. Donc, on a créé vraiment l'idée de collectif, c'est-à-dire qu'on s'est rassemblés, on a fait des réunions, il y a eu quelque chose de très spontané, on s'est dit allons occuper les agences Pôle emploi pour comprendre ce qui se passe. On est allé avec nos bébés, on avait encore beaucoup d'entre nous avaient encore des bébés de quelques mois ou un an. On a vraiment été comme ça, on a fait une espèce de force de femmes, mères, qui sommes allées réclamer des droits qu'on a obtenus en partie. Enfin, on a réussi à être reçus par des directeurs régionaux et à annuler une partie des problèmes qui avaient été à ce moment-là, qui avaient surgi. Mais on s'est dit, on ne va pas s'arrêter là parce qu'on se rend compte de deux choses. C'est quand on est des femmes qui revendiquons nos droits, enfin voilà, un groupe, mais là en l'occurrence c'était intéressant parce que c'était un problème de femmes en quelque sorte, on obtient des choses, on a une force, et notamment la force d'être dans une agence avec des petits bébés à qui on change la couche, il y a quelque chose aussi de très intéressant, ou qu'on allaite. Et puis la deuxième chose, c'est qu'on s'est dit, mais en fait, quand on regarde un peu les textes, qu'on creuse la question, il y a des tas de choses qui sont discriminantes
parce que la maternité n'est pas bien pensée dans nos métiers, dans le fait que ce sont des métiers discontinus, que ce soit au niveau de Pôle emploi, de la CPAM et de plein de choses à mettre en place qui ne marchent pas dans le cadre des métiers discontinus comme l'intermittence du spectacle. Donc à partir de là, on s'est dit, on va créer une asso et on va creuser, on va réclamer des droits. On a donc saisi le défenseur des droits, à l'époque c'était la HALD, on a déposé une trentaine de dossiers pour montrer les problèmes. Le défenseur des droits a reconnu les cas de discrimination et à partir de là, on a eu beaucoup de choses possibles. On a été reçus par l'Assemblée nationale, par des ministères, par des directeurs de sécurité sociale et on a pu faire avancer un certain nombre de choses dans les années 2015, 2016, 2017 au niveau des textes. Donc on a des textes maintenant beaucoup plus favorables. On a failli arrêter en 2017 en se disant ça y est, on a été au bout de notre mission. Et puis finalement, on a quand même gardé l'assaut, on a reçu des mails, on est resté. Et il y a eu le corona qui est arrivé. Et là, on a reformé une équipe parce qu'en fait, 15 ans après, il y a toujours autant de difficultés. Et ça ne tient pas aux mêmes choses, mais ça tient encore à des imprécisions dans les réglementations, mais aussi à des dysfonctionnements dans la manière dont ça se passe. En tout cas, pour résumer, ça tient toujours au fait que la pratique des métiers discontinus, le fait qu'on ne travaille pas sur des contrats standards, est très mal pensée et très mal comprise. Donc, nous, finalement, là, maintenant, on reçoit énormément de mails. On aide au quotidien des dossiers de personnes qui nous écrivent parce qu'elles rencontrent des difficultés sur leur dossier de congé maternité ou maladie, parce que c'est un petit peu le même fonctionnement. On essaie aussi de faire un travail un peu de lobbying auprès des politiques, etc. et de faire un travail de veille aussi, de statistiques. Mais on est complètement bénévole et on n'est pas non plus des spécialistes. Au départ, on est vraiment des artistes techniciennes. On a juste acquis une expertise, c'est-à-dire que maintenant, on connaît très, très bien les textes de loi et les fonctionnements du fait qu'on aide on en est à peu près 1000 dossiers par an qu'on aide quand même et qu'on accompagne. Et on va jusqu'en justice, on paie les frais de justice quand il y a une injustice et on gagne quasiment tous les procès. Donc on a aussi l'appui de la jurisprudence, etc. Ça, c'est notre collectif. Voilà. Alors, juste... en 2024, par rapport à 2009, qu'est-ce qui a changé en particulier? Vous avez dit que la situation n'est plus la même, surtout après la pandémie. Qu'est-ce qui a changé en particulier? Aujourd'hui, est-ce que, par exemple, l'indemnisation du congé maternité, elle est fonctionnelle ou pas? Comment se passent les rapports avec les employeurs? Et de manière générale, quels sont les retours d'expérience que vous avez dans ces centaines de dossiers que vous traitez par an? Alors, théoriquement, oui. Il faut quand même le savoir, il y a un congé maternité qui est valable parce que les intermittentes du spectacle sont des salariés, donc elles ont droit au même congé maternité que les autres salariés. Et en plus, les modes de calcul qui ont été repensés depuis 2016 sont favorables. Donc, théoriquement, une intermittente du spectacle peut avoir un congé maternité bien indemnisé, bien protégé. Voilà. Après, dans les faits, on a énormément de cas de dysfonctionnement, c'est-à-dire que dans la pratique, il y a énormément de CPAM, donc de caisses primaires d'assurance maladie, qui n'appliquent pas encore bien les réglementations. C'est assez fou, au bout de 15 ans en plus de réclamations, etc. Et qui peuvent encore se tromper dans les calculs, voire même affirmer à une personne qu'elle n'a pas droit à un congé maternité alors qu'elle y a droit sans problème. Donc ça existe encore quotidiennement et ça, nous, on est complètement effarés qu'il n'y ait pas quelque chose qui soit pris en compte plus sérieusement, même s'il y a eu des rapports de médiation, des rapports de défenseurs des droits, etc. Et on a quand même des interlocuteurs médiateurs, heureusement, les médiateurs des CPAM sont bien au courant et rétablissent souvent les situations. Mais ça veut dire qu'il faut que les personnes soient au courant de leurs droits, sachent se défendre, pensent peut-être à nous contacter pour qu'on les aide à rédiger des choses. Et là, ça marche. Là, les droits sont rétablis. Mais ça veut dire qu'une personne qui n'est pas accompagnée
on peut tout simplement, un employé de sécurité sociale peut lui dire vous n'avez droit à rien, vous avez droit à 10 € par jour, et la personne n'a aucun moyen de savoir que c'est pas vrai et qu'elle a droit à 100 € par jour. Donc voilà, ça c'est déjà un des problèmes principaux. Ensuite, il y a des petites choses qui sont pas, il y a plein de petits détails dans l'application qui sont pas encore pensés, parce que le congé maternité est intéressant pour une intermittente qui est déjà bien dans le métier, mais pour une primo-arrivante, par exemple, qui n'a pas encore été indemnisée par Pôle emploi, les calculs sont très défavorables et elle a droit à presque rien. Pour quelqu'un qui aurait eu des trous aussi de parcours, elle peut avoir un congé maternité très peu... c'est pas compensé, quoi. Avoir un congé maternité très peu intéressant. Et dans la période de crise sanitaire, on a dû un peu se défendre parce que le fait que les personnes aient moins travaillé, il y avait des vrais problèmes. Elles perdaient des droits, du coup, parce que le congé maternité n'est pas automatique. Il est soumis, peut-être que tout le monde ne le sait pas, mais il est soumis à une condition de cotisation, c'est-à-dire concrètement, il faut avoir travaillé une certaine durée ou une certaine quantité d'heures sur 3 mois ou sur 1 an. Et en général, une intermittente qui refait son intermittence régulièrement les a, mais il suffit qu'il y ait eu un trou de parcours ou une crise sanitaire ou ci ou ça, et on peut passer à côté. Et comme en plus c'est assez strict la manière dont les périodes sont regardées, même si la personne est intermittente depuis 15 ans et cotise depuis 15 ans, si dans l'année qui a suivi, ça a été une année un peu compliquée, ça peut engendrer des pertes de droits. Donc là, nous, on se bat pour faire reconnaître des textes de maintien de droit qui existent dans le Code de la sécurité sociale pour que même dans ces cas-là, les personnes soient protégées. Par exemple, donc là, c'est presque du juridique. Et donc, oui, et... donc la question, c'était les difficultés. Voilà, ça, c'est les difficultés principales. Après, sur les questions de genre, pour rebondir sur ce qui a été dit avant, outre cette complexité administrative, il faut quand même le dire, qui pèse quand même sur les femmes, hein, parce qu'une femme intermittente du spectacle doit vraiment, contrairement à, par exemple, une femme dans l'administration de la culture qui va avoir un CDD ou un CDI, pour elle, c'est très simple, hein, ça passe par l'employeur et elle n'a rien à faire pour son congé maternité, tout est pris en charge. Une technicienne intermittente du spectacle doit réunir son dossier, doit réunir 1 an de fiche de paye, doit se renseigner sur ses droits. Donc nous, notre travail, par exemple, c'est de faire un site qui soit le plus explicatif possible avec des simulateurs pour que les personnes puissent s'en sortir. Mais ça repose, la charge mentale et la charge administrative du congé maternité repose sur les employés dans ce cas-là. Donc sur les techniciennes. Donc c'est une période de stress énorme pour les intermittents du spectacle, qu'on essaye d'aider, mais voilà, ça c'est déjà quelque chose à prendre en compte. Et sur l'histoire de différence de genre, on a pu noter un effet intéressant, c'est que depuis 2021, le congé paternité est devenu obligatoire. Pareil, en réalité, pour les intermittents de spectacle, il est obligatoire, c'est 4 jours obligatoires. Donc, c'est pas grand-chose, mais ça peut aller jusqu'à 25 jours, ce qui fait qu'il y a des hommes qui essayent de le prendre, des pères qui essayent de le prendre. Et on a remarqué une différence de comportement très intéressante, parce que là où les femmes acceptent l'idée depuis des décennies, de se dire, ok, cette charge administrative, ce calcul, cette organisation par rapport à ma carrière, je la prends en charge, je m'en occupe, tant pis, je sacrifie un petit peu de mon temps et de ma carrière parce que je vais avoir un enfant et que c'est important. Les hommes ne sont pas du tout prêts à ça. Il y a des hommes qui disent, oh là là, mais il faut que je me rende, j'ai plus du tout le droit de travailler, oh là là, mais il faut que je réunisse 12 mois de fiches de paye, mais c'est trop compliqué. Ou alors, oh là là, mais ça veut dire que pendant 4 jours, je ne peux pas accepter un contrat, mais je ne peux pas. Il y a des hommes qui nous disent ça. Et on trouve ça dingue parce que les femmes, elles, c'est 3 mois et demi de pause comme ça. Et elles ont énormément de soucis administratifs qui leur pèsent dessus. Et elles y travaillent vraiment. Enfin, et tout à coup, on voit que la charge n'est pas partagée tout le temps. Je généralise, bien sûr. Il y a aussi des intermittents très volontaires et qui ont envie de cette égalité. Mais on imagine ce que ça peut être, du coup, sur la charge
administrative et mentale que constitue même ensuite la parentalité. C'est-à-dire que tout ce qui est de l'ordre de l'organisation, de l'administration, ben, on voit bien que c'est les femmes qui ont l'habitude de le prendre en charge. Et et puis du rapport au travail aussi, de dire, OK, moi, je renonce plus facilement à des dates ou à une tournée parce qu'il y a un enfant à s'occuper. Et on voit passer beaucoup d'hommes qui ne sont pas du tout prêts à renoncer même à quelques jours de travail, alors que, bon, avoir un enfant, c'est quand même pas quelque chose qui se renouvelle aussi souvent. Donc, ça interroge aussi sur voilà, sur peut-être que les raisons le comportement, les mentalités sont encore à faire évoluer pour qu'il y ait cette égalité de genre. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu complètement aux questions que vous m'aviez posées, mais n'hésitez pas sinon. Merci beaucoup. Non, ce qui est très intéressant, c'est effectivement d'entendre que, en fait, il y a beaucoup de difficultés qui sont liées non pas forcément aux employeurs, mais à la formation des agents de service public, en fait. Oui, d'ailleurs, j'avais oublié, c'est vrai. C'est vrai que du coup, c'est moins le problème dominant, mais il y a quand même aussi un problème au niveau des employeurs par rapport au fait que si on en est là, si ça repose sur les intermittents, c'est parce que les employeurs dans les métiers du spectacle, comme on a affaire à des contrats discontinus, n'assument pas non plus leur part de responsabilité, là où normalement ils doivent gérer une grossesse, la faire remplacer, la prendre en charge. Eux, ils préfèrent ne pas signer de contrat, ne pas s'engager. Donc souvent, qu'est-ce qui se passe? Une femme qui annonce une grossesse, eh ben, elle n'est plus employée pendant le temps de sa grossesse. Et les employeurs vont parfois même décider pour elle, surtout dans les métiers techniques, qu'elle n'est plus apte, ou alors, ça peut être le contraire aussi, ou qu'elle doit venir travailler alors qu'elle va au contraire souhaiter ralentir. Mais en tout cas, il y a un rapport employeur-employé qui est beaucoup moins fluide dans le fait qu'on est dans des contrats discontinus et que l'employeur a une toute puissance sur le fait de signer ou pas le contrat, qui n'est pas du tout protectrice comme elle peut l'être dans le cadre d'un contrat long, où là, il y a vraiment une discussion qui doit se faire, une négociation qui doit se faire, et l'employeur prend en charge le risque maternité, maladie, prend en charge financièrement, prend en charge au niveau de l'organisation des remplacements. Ça n'est pas du tout le cas dans les milieux intermittents et dans les milieux techniques encore moins. Et du coup, les employés deviennent très interchangeables et c'est une vulnérabilité énorme. Voilà. Ça, c'est quand même important de le signaler. Et on essaye aussi de sensibiliser les employeurs à prendre conscience de ça, que ce n'est pas parce qu'ils ont des employés à la journée qu'ils peuvent les jeter parce qu'ils tombent malades ou en grossesse et qu'il y a une négociation et une organisation à prendre en charge. Alors, il y a plusieurs types de réponses possibles pour combattre ces inégalités. Je vous propose de nous arrêter sur l'une d'entre elles qui est le mentorat, puisque Stéphanie Gambarski, avec la Fedelima, a lancé en 2019 un dispositif de mentorat à destination des femmes en début de carrière musicale qui s'appelle WA. Et ce dispositif s'est récemment décliné dans le domaine technique sous le nom de Pulse. Alors, est-ce que vous pourriez commencer par nous présenter ce dispositif? En quoi consiste-t-il? Et ensuite, peut-être, ce serait intéressant de voir quels sont les freins qui sont les plus souvent évoqués chez les techniciennes, et en particulier en rapport avec la question de la maternité, mais aussi sur plein d'autres questions. En 2019, effectivement, il est né d'une étude sur l'emploi permanent dans les musiques actuelles, dans les lieux, puisqu'on est sur les côtés lieux, où on a donc dénombré le nombre d'emplois, qui étaient cadres, qui n'étaient pas, les niveaux de salaire. Et on s'est aperçu de différences genrées sur les postes de direction, de programmation, de métiers techniques. La Fedelima, les adhérents de la Fedelima, sur 160 adhérents, ça fait 1700 emplois permanents. Plus certains, bien sûr, emploient des intermittents, intermittentes. Mais donc, sur ces 1700 emplois permanents, pour tout vous dire, on a à peu près 30 métiers techniques occupés par des femmes ou des personnes minorisées de genre. Et sur ces 30, il y en a à peu près, donc là, c'est les chiffres actuels, 23 qui sont des régisseuses générales. Donc, ça fait 7 personnes qui sont, dont 2 personnes en contrat d'apprentissage
et 5 personnes qui sont sur l'éclairage, le son, dans les studios de répétition, plus que sur la scène. Donc sur 1700, enfin, bon, dans les 1700, c'est tout métier confondu. Mais quand même, on voit qu'il y a très peu quand même de femmes sur ce réseau qui sont sur des fonctions techniques. Donc en 2019, fort de ces constats-là, on se dit, l'hypothèse de départ, est-ce que le mentorat, qu'on ne connaissait pas vraiment dans nos secteurs, hein, clairement, c'était une expérimentation, c'était un mot qui surgissait dans la vague des politiques publiques de la culture et du genre. On commençait à parler de mentorat avant, moi je ne savais pas ce que c'était, ou alors j'avais une vision très corporate du mot, qui n'était pas tout à fait dans les valeurs qu'on voulait non plus. Mais l'idée, c'est de se dire, est-ce que c'est un levier quand même pour travailler ces inégalités au sein d'un secteur? Est-ce que c'est un levier pour peut-être créer de la force collective? On part avec ça, autour des métiers que je viens de citer. Et on expérimente WA. Donc là, on est à la 3e édition. Ça dure 1 an, WA. C'est donc autour de ces 5 métiers. Et donc, dans les 5 métiers, il y en a un qui s'appelle métier technique. C'était dans l'appel à la participation, c'est indiqué métier technique. Donc les mentors, les femmes les plus expérimentées, occupent ces fonctions, et les mentorées, les femmes les plus jeunes dans leur expérience, réfléchissent à se positionner sur ces métiers, ou sont en début de carrière, ou réfléchissent tout simplement à leur parcours professionnel. Et dans les faits, donc sur les 3 premières promotions de WA, dans les faits, il y a eu dans chaque promo un ou deux binômes, donc 4 personnes, qui se sont positionnés sur l'entrée métier technique, et dans les faits, c'était des régisseuses générales. Donc c'était très chouette, mais en discutant avec elles, les constats, c'était, nos collègues techniciennes son, lumière, vidéo, mapping, rigueuse, tout ça, en fait, elles sont pas là. D'où cette idée, plus récemment, l'an dernier, de se dire, tiens, effectivement, peut-être qu'il faut créer un espace un peu similaire, mais pas vraiment, qui soit vraiment orienté, donc aussi sur la façon dont on le communique, dont on le partage, qui soit vraiment destiné et orienté sur les métiers techniques hors régie générale. C'est donc Pulse qui est arrivé. Voilà. En quoi ça consiste, c'est ça ? Oui, c'est ça. En quoi ça consiste exactement? Qu'est-ce que ça recouvre? Quand on rentre dans le dispositif Pulse, qu'est-ce qu'on fait en fait? L'idée, alors Pulse, à la différence de WA, travaille 2 axes. Le côté mentorat, mais on a voulu aussi d'emblée travailler l'axe insertion professionnelle, notamment pour les mentorés, pour essayer de faciliter la marche de je sors de formation et je dois me créer un réseau sur un territoire où j'habite ou pas, selon mes envies, mais de se dire cette marche qui est un peu peut-être plus difficile pour les jeunes intermittentes ou les personnes qui sont en contrat discontinu ou qui cherchent pas un emploi fixe dans un lieu. De se faire identifier par des équipes techniques, des régisseurs et des régisseuses générales, pour pouvoir être rappelés, pour pouvoir faire partie d'équipes. Voilà. Donc il y a ces 2 axes de travail. Comment ça se traduit ? Ça se traduit par 15 binômes, donc toujours ce système de femmes plus expérimentées dans leur parcours qui, généreusement et bénévolement, vont soutenir une femme plus jeune dans ses questionnements professionnels. Ça, c'est une partie de l'histoire du mentorat, le binôme. Et l'autre partie, c'est la vie du groupe. On se voit dans l'année à différents moments. Et l'idée de ce groupe, c'est de réfléchir ensemble à toutes les questions qu'on se pose aujourd'hui. C'est quoi les freins ? Comment les dépasser ? Qu'est-ce qui peut être partagé ? Qu'est-ce qui peut être mis au pot commun ? Derrière ça, c'est aussi l'idée de créer un espace où on peut parler ensemble de tout ça, de sortir aussi de l'idée de concurrence. Ce sont des métiers où il y a peu d'emplois, mais ce n'est pas pour autant que même si on a grandi dans cette idée un peu de soit il faut être super forte, super excellente, disponible tout le temps, et de se dire est-ce qu'on ne peut pas rebattre les cartes de nos règles de vie ensemble, est-ce qu'il n'y a pas de la solidarité professionnelle à créer, et en tout cas essayer de faire tomber un peu déjà ces freins-là, ces freins structurels-là, qui dépendent plus de l'environnement que de forcément soi-même, ou nécessairement soi-même. Et bien sûr, forcément, ça agit sur soi-même aussi, sur comment on voit son parcours professionnel, qu'est-ce qu'on a envie d'être, et comment on a envie d'être aussi. C'est ça qui se crée le temps de cet espace en mixité choisie, les conditions d'une liberté d'analyse et de réflexion sur quel professionnel j'ai envie d'être, en l'occurrence quelle technicienne j'ai envie d'être,
et comment je me donne les moyens de créer ce chemin professionnel-là sans subir, en tout cas le moins possible, dans cet espace-là, d'autres discriminations. C'est de donner des outils, partager des expériences et travailler, essayer de travailler. C'est une petite goutte d'eau dans tout le panel de ce sur quoi il faut agir. Mais c'est cette petite... Parce que l'emploi, c'est aussi des opportunités d'emploi, c'est des opportunités de déplacement, de vie, de temporalité de vie. C'est ça. On n'a pas la prétention, et au contraire, mais c'est de se dire si ça peut être un endroit d'action collectif et aussi sur les personnes, c'est la pierre à ce petit chemin-là, quoi. Et alors vous qui avez assisté donc et accompagné plusieurs générations de mentors et de mentorés dans les métiers du spectacle en général et du coup avec Pulse dans les métiers uniquement techniques, y a-t-il des freins qui sont spécifiques aux métiers techniques par rapport au reste du spectacle ? Alors on commence avec Pulse, donc je sais pas, je pense qu'il faudrait poser la question aux techniciennes plus qu'à moi, mais je sais pas, je peux pas vous affirmer, répondre par l'affirmative là tout de suite. Je réfléchis, mais on vous repose la question ouais. dans un an alors. Il existe d'autres dispositifs de mentorat. Et sur cette question de l'insertion professionnelle, je pense à l'un qui s'appelle Execo, qui est porté par la structure Bipôle à Marseille, qui comprend des journées de formation, puis ensuite une mise en pratique tout de suite dans leur festival. Est-ce que, Alessandra Andois, vous pouvez nous expliquer un petit peu en quoi consiste ce dispositif de mentorat et puis peut-être d'autres aussi, puisque vous avez peut-être un regard aussi global sur différentes initiatives. Oui, effectivement, on accompagne pas mal de programmes de mentorat financièrement, que ce soit sur justement les métiers plutôt classiques, les métiers techniques ou artistiques au CNM. Effectivement, sur les métiers techniques, c'est là où on a peut-être le moins de dispositifs de mentorat qui existent. À ce jour, moi, j'en ai que 3 en tête. Donc, il y a effectivement Pulse qui démarre. Execo qui existe maintenant depuis 3 ans, donc qui est basé à Marseille, porté par Bipôle, qui permet justement d'offrir une formation un peu approfondie et une mise en réseau à des techniciennes qui sont sur la région PACA. Et en fait... suite à leur formation, elles vont aller pratiquer sur les festivals partenaires, notamment les Suds à Arles. Et en fait, cette mise en pratique fait complètement partie de l'accompagnement et de tout le dispositif. C'est des choses qui sont intéressantes aussi parce que les structures se mettent à disposition aussi pour accompagner un petit peu plus que de façon classique un technicien qui arriverait sur un festival pour faire son métier de technicien. Donc ça, c'est aussi intéressant. Et un aussi qui est assez récent, parce que vraiment, c'est des dispositifs, à part Execo qui existe depuis 3 ans, les 2 autres sont très récents. C'est un dispositif qui s'appelle Ingénieuse et qui est porté par le FGO Barbara et qui est plutôt sur les femmes en studio, donc l'ingénierie du son, mais en studio. Et sur ces questions-là, il y a encore dans les métiers de mix, de mastering, par exemple, et d'ingénierie du son en studio, vraiment très très peu de femmes. J'ai pas de chiffres aussi précis que ce qu'a donné Carole tout à l'heure, mais on a porté aussi un dispositif dont je parlerai peut-être un petit peu plus en détail après, mais d'incitation financière justement pour valoriser la présence de femmes à certains postes techniques sur des aides aux projets phonographiques. Donc c'est un dispositif expérimental. Et quand on a fait le point sur les demandes qui nous avaient été faites, les métiers sur lesquels les femmes étaient les moins représentées, sur les différents critères qu'on avait, donc artistique, métier de direction artistique, de réalisation ou de chargé de chef de projet, etc. Là où il y avait le moins de femmes, c'était les métiers d'ingénierie du son, donc mix, mastering et ingénieur du son au studio au global. Donc il y a vraiment aussi quelque chose à faire à ce niveau-là. Et donc le dispositif dont je parlais, Ingénieuse, porté par le FGO, c'est idem, un dispositif de mentorat avec des mentors qui accompagnent des techniciennes
plutôt jeunes en général, parce que c'est vraiment dans un objectif aussi d'insertion professionnelle, même s'il n'y a pas forcément systématiquement de limite d'âge sur les programmes de mentorat. Je tiens à le souligner aussi, parce que des fois on peut se dire, en fait moi j'ai pas accès à ce programme de mentorat parce que je suis trop vieille ou que j'ai déjà une expérience, etc. En fait, on peut être mentoré à plusieurs stades de carrière, et en général, c'est assez rare qu'il y ait des critères d'âge sur les dispositifs de mentorat qui existent actuellement. Après, voilà, je rentre pas dans le détail de ce qui existe sur les autres types de métiers. Il y en a un aussi qui est très connu, qui s'appelle MEWEM, et qui est plutôt sur l'entrepreneuriat, l'entrepreneuriat féminin, qui est aussi les femmes se mettent assez peu en auto-entrepreneuse encore aujourd'hui, toujours sur des questions de charge mentale, je pense aussi, qui reviennent régulièrement sur ces métiers aussi. Voilà. Mais effectivement, sur les métiers techniques, à proprement parler, il y a encore du travail à faire justement sur ces questions d'accompagnement et développer ce type de programme, parce que l'impact... on parlait des chiffres tout à l'heure. Là, on commence à voir un peu des évolutions sur les métiers au global. Et je pense que l'impact qu'ont les projets de représentation, de mise en visibilité de femmes dans le secteur, de façon générale, permettent justement d'avoir des rôles modèles et à des femmes de s'identifier et d'aller sur ces carrières-là. Sur la technique, on voit que c'est encore là où il y a peut-être encore beaucoup de travail à faire, et ça peut être aussi lié à un manque de rôle modèle, tout simplement, où on s'identifie pas, on se dit que c'est pas des métiers qui sont faits pour nous, où on va pas aller spontanément, quoi. Et alors, pour clôturer sur cette question du mentorat, quel retour avez-vous eu à la Fedelima, ou avez-vous eu écho ailleurs? De manière plus globale, des retours. Les retours sur le dispositif WA. Qu'est-ce que ça a apporté aux personnes qui y ont participé? Alors, moi je trouve, d'une manière un peu transverse aux différentes éditions, tout ça, il y a un effet réseau collectif, soutien collectif, qui dure dans le temps au-delà du dispositif, que moi je trouve assez fort, en fait. La première promotion de WA, Béatrice était dedans aussi, 2019-2020. Et c'est des personnes qui restent en contact, qui se sollicitent encore en termes de « tiens, je recherche une intervenante » ou « il y a cette proposition-là d'emploi, cet appel à projet », qui font par exemple des créations mutualisées, ou voilà, encore des choses ensemble, et qui n'hésitent pas à s'interpeller. Donc je trouve cet effet réseau et cet effet réseau solidaire et de soutien professionnel assez fort. Il y en a un deuxième que je trouve aussi, c'est un peu le côté accélérateur de prise de conscience. Parce qu'il y a plein de points de vue, on rentre dans un processus d'échange. De toute façon, je pense que les personnes qui s'inscrivent dans ce type de dispositif, elles ont envie de partager quelque chose et de se questionner aussi, et de faire bouger aussi peut-être leur ligne de repère, leur pratique. Et du coup, les témoignages que nous, on a eus, c'était plutôt un côté... oui, c'est en une année, peu importe la durée, mais il y a quelque chose qui va vite au sens prise de conscience. Des fois, des freins qu'on traîne depuis hyper longtemps. On se dit, c'est moi qui suis trop nulle, ou ça marche pas, machin. Et en fait, c'est cette rencontre avec d'autres, dans ce cadre-là qui est posé d'une certaine façon, c'est aussi le moyen de se dire, ah mais non, mais il y a plein d'éléments, des qui m'appartiennent, des qui appartiennent au système, des sur lesquels je peux agir, d'autres sur moins, ou à d'autres endroits. Et de cette prise de conscience, elle est quand même plutôt sur un effet libérateur et émancipateur, en tout cas des retours qu'on a eus. Et le troisième que j'ai mangé, mais je vais le retrouver, le réseau, l'effet accélérateur. Ah oui, et quand même, si l'effet de se dire, c'est peut-être une conséquence des deux premiers, mais de se dire, je peux oser. De sortir un peu de l'auto-limitation, et de se dire, j'ai pas de comprendre. Cette déconstruction-là permet de comprendre aussi. On dit, je ne perds rien à candidater, par exemple, sur un poste. Mais si je ne le candidate pas, de toute façon, je ne saurais pas. Peut-être que ça ne marchera pas. Mais en tout cas, si ça ne marche pas, il y aura la force du groupe aussi pour me soutenir et quelque part me dire, c'est pas grave, on repart sur autre chose. Mais de se dire, un peu de l'audace. Enfin oui, c'est quelque chose que je qualifierais de ce genre-là, de se donner des petites ailes quand même. Il y a quelque chose qui est porteuse d'être dans une dynamique collective. Peut-être pour te répondre, Raphaël, sur les freins,
c'est des métiers qui sont peut-être aussi plus isolés que des équipes de travail permanentes. Il y a peut-être cet endroit de ce que vous avez appelé aussi la discontinuité, mais l'isolement peut-être, pour avoir des échanges entre collègues. Et puis, quand tu m'as fait penser aussi, Alessandra, quand tu disais les rôles modèles, c'est aussi des métiers qui ne sont pas sur scène, par exemple, ou qui ne sont pas, même quand on rentre dans une salle de spectacle, on voit quelqu'un à l'accueil, on voit quelqu'un qui vient annoncer un concert ou un spectacle. Et ces métiers-là, qu'on dit des fois de l'ombre, on les voit déjà peu. Et vu qu'il y a encore moins de femmes ou d'hommes, on voit encore moins de femmes. Donc l'identification et de se dire, tiens, j'aimerais bien... c'est marrant parce que pour d'autres fonctions à la Fédélima, on a des fonctions de ressources. Et donc on fait 2 fois par an une newsletter sur les personnes de l'égalité qui agissent dans l'égalité. Et je fais beaucoup d'interviews de techniciennes. J'ai commencé par les techniciennes. Et donc souvent, c'est comment vous avez eu envie d'être technicienne. Et c'est souvent des petites filles qui m'ont dit, j'ai passé les concerts à pas regarder la scène, mais à regarder la console, quoi. Et elles se connaissent pas, elles viennent de partout. Et souvent, elles me racontent ça. J'étais hyper intéressée par les machines et les boutons. Et je me disais, mais la personne, elle a la plus belle place dans le concert, quoi. Et je me suis dit, mais c'est vrai, comment on peut avoir l'idée de devenir technicienne? C'est des métiers qui sont peut-être, boulanger, je sais pas, chirurgien, peintre. On peut quelque part avoir une idée et de se dire peut-être que je peux, mais c'est des métiers qui sont pas encore ou peu visibilisés non plus. T'as dit l'essentiel, je crois, et les retours qu'on a, c'est effectivement la question. Je reviens juste rapidement sur la question du réseau, le fait qu'il y ait aussi plusieurs éditions à chaque fois de ces programmes de mentorat, ça renforce des réseaux. Et en fait, aujourd'hui, je pense que si vous réunissez toutes les mentorés de WA, on arrive à une 60aine, voire 80 personnes. Mais OM, pareil, quand elles réunissent toutes les mentors et mentorés, on est à plus de 100 personnes. Ça permet aussi de créer un réseau d'entraide qui est hyper précieux sur justement l'employabilité, des conseils, et puis de dédramatiser pas mal de choses en fait sur ses capacités, de déconstruire ses propres biais. Voilà, mais Stéphanie a dit l'essentiel, je pense, là, sur les retours très positifs. Et après, effectivement, c'est ce que je redisais sur les retours plus pratico-pratiques. Je pense qu'on n'a pour le moment pas encore énormément de recul parce que c'est des dispositifs qui sont assez récents. Mais j'ai l'espoir et le constat, je pense qu'on va pouvoir le faire sur les chiffres qui vont évoluer et sur lesquels, quand on va voir des femmes arriver à des postes aussi d'encadrement et percer un petit peu le plafond de verre sur l'accès à ces postes-là, on pourra se dire ces programmes-là, ils ont servi et ils servent à quelque chose, quoi. Alors effectivement, le mentorat est donc très utile pour créer un réseau, pour développer une confiance en soi, etc. Mais du coup, il y a un côté aussi non mixte qui fait partie du dispositif. Hein, c'est normal, c'est aussi l'idée de créer un espace safe. Mais du coup, on est beaucoup sur l'individu et la petite échelle. Comment ça se passe au niveau institutionnel, national? Quelles sont les politiques du CNM concernant l'égalité dans les métiers techniques? Du coup, à une autre échelle, c'est-à-dire à l'échelle du secteur tout entier. Oui, je reviens sur la question de la non-mixité. Effectivement, c'est quelque chose qui est extrêmement nécessaire dans un premier temps pour permettre de résoudre tous les problèmes dont on vient de parler et d'aller plus loin et de prendre conscience de plein de choses. Effectivement, ça peut être entre guillemets qu'une étape puisqu'on reste dans une société mixte, dans des métiers qui sont mixtes, dans un secteur qui est mixte. Donc, à un moment donné, il va aussi falloir travailler toutes et tous ensemble. Nous, comment on aborde le sujet au CNM, il y a plusieurs leviers. Le levier financier dont j'ai parlé tout à l'heure, c'était principalement la commission d'aide aux projets en faveur de l'égalité et de l'inclusion, qui nous permet d'accompagner des projets qui sont assez structurants sur ces sujets-là pour le secteur musical, et notamment des projets d'accompagnement professionnel et de mentorat. Et un deuxième levier que j'ai un petit peu abordé, c'est la question de l'incitation financière. On ne parle pas de quotas, parce que le quota fait peur. Le quota, s'il est mal accompagné, imposé, il n'a aucun sens et aucune utilité, parce que si on impose tout de suite des quotas de parité à 50% quand on voit que les chiffres sont à 27%, ça va être très compliqué pour les structures aussi de les atteindre. Donc là, ce qu'on réfléchit et ce
justement l'expérimentation qu'on a faite sur les aides aux projets phonographiques, sur de l'incitation financière, c'était vraiment l'objectif de valoriser les structures qui, à des postes clés et peu occupés par des femmes, mettent des femmes. Donc ça passe par les métiers d'ingénierie du son. Donc on voit qu'il y a encore du travail à faire puisque ça c'est dans les chiffres que j'ai sortis, on avait peu d'ingénieurs du son femmes. Mais ce dispositif-là, donc c'était vraiment un test pour essayer de voir ce qu'on gardait, ce qu'on gardait pas. Le test s'est avéré plutôt positif dans le principe, dans la façon de faire. Il y a aussi pas mal de choses à revoir, et notamment sur le nombre de critères, sur comment on arrive à le gérer aussi en termes de subventions et d'argent public. Donc là, l'objectif pour 2025, et il y a énormément de discussions en cours sur les aides du CNM actuellement, donc il y a encore beaucoup de choses qui sont en cours, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas arrêtées, donc je ne peux pas énormément m'étendre là-dessus, mais l'objectif quand même, c'est d'avoir quelques critères pour permettre aux structures qui font l'effort, qui font le travail et qui agissent sur ces questions-là, de les valoriser un petit peu financièrement. Donc ça peut être, par exemple, valoriser des salles ou des structures de programmation qui mettent plus de 30% de femmes sur les plateaux artistiques. On essaie de se baser sur des réalités. Justement, c'est ce que je dis quand on n'impose pas des 50% tout de suite, parce que en fait, tout le monde n'est pas du tout au même niveau, que ces questions-là, elles peuvent varier aussi d'année en année. En 2023, je prends l'exemple sur la programmation artistique parce qu'il est très parlant, mais en 2023, les festivals étaient extrêmement exemplaires en termes de parité, etc. En 2024, je crois que les chiffres vont être beaucoup moins... On les a pas encore, mais ils vont être beaucoup moins bons. Beaucoup de festivals qui programmaient très peu de femmes cette année. Et du coup, ça va être pareil sur les métiers techniques, où en fait, on va pouvoir potentiellement mettre des critères du style 30% de femmes sur le plateau technique également dans les équipes. Voilà. Mais ça, encore une fois, c'est de l'incitation financière. L'idée, c'est d'essayer de valoriser plutôt que de punir, parce que c'est... si on met, il va falloir à un moment donné peut-être et ça va être peut-être à d'autres endroits, mais qu'on serre un peu la vis et qu'on dise en fait maintenant il faut pas être en dessous de ces 30%. Pour le moment, ça reste des politiques de valorisation. Voilà. Je rebondis sur ce que vous avez dit au début. Effectivement, la non-mixité est complètement essentielle et les deux échelles se complètent tout à fait. Enfin, je veux dire, l'échelle individuelle et l'échelle collective. Je pense qu'on peut faire vraiment du mentorat avec on peut mettre les valeurs qu'on souhaite dans le mentorat. C'est un mot qui se remplit de ce qu'on veut y mettre. Mais je pense que c'est très collectif en fait. Alors oui, c'est des groupes de 30 personnes. Voilà, effectivement, ça peut. Mais c'est aussi autant de entre guillemets de personnes qui vont aussi sur leur territoire, dans leur structure, dans leur projet, transmettre, partager. Puisque, en tout cas, c'est comme ça qu'on essaye de le faire aussi. Par exemple, on l'a vu sur WA, il y a les personnes dans leur structure, elles ont proposé plein de projets sur les différents territoires, des week-ends de sensibilisation dans les studios de répétition pour les jeunes musiciennes, pour apprendre le langage technique, des chartes dans leur structure, des girls rock camp. C'est intéressant aussi de voir que c'est pas non plus quelque chose qu'on fait, en tout cas comme on essaye de le porter au sein de la Fedelima, juste pour soi. Ça agit forcément sur soi, mais c'est normal, on est perméable à tout ça. Mais moi, j'étais aussi hyper... je vais dire bluffée parce que je trouve pas l'autre mot, mais chacune a apporté plein de choses à son échelle, à son rythme, mais toutes ont investi quelque chose dans leur structure ou dans leur projet, quoi. Et du coup, la résonance et l'essaimage, il est hyper intéressant. Parce que ça démultiplie les endroits d'action, ça les caractérise en fonction de l'histoire du territoire, de la singularité des projets, des fois des festivals, des fois des salles, des lieux de transmission musicale aussi qui ont changé leur com, leur affichage pour valoriser des musiciennes. Voilà, il y a vraiment plein d'échelles de comment je peux à mon tour remettre au pot commun, quoi. Toutes les échelles s'articulent les unes aux autres. Dernière question avant de passer la parole à la salle.
l'un des retours qu'on peut avoir parfois des femmes techniciennes et intermittentes du spectacle de manière générale, c'est la peur d'être embauchée parce qu'on est une femme et pas parce qu'on est compétente. Il y a comme ça une sorte de risque un peu de ghettoisation qui peut se manifester parfois. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? On va répondre que faut arrêter avec ces remarques. Non, je plaisante, mais il faut déconstruire ces biais-là, en fait. À un moment donné, on n'embauche pas un technicien, on ne se pose pas la question de sa compétence. En fait, on l'embauche parce qu'on sait qu'il est compétent. Une technicienne, on va l'embaucher parce qu'on sait qu'elle est compétente aussi. Il n'y a pas une question je ne crois pas qu'un directeur, une directrice de salle va embaucher quelqu'un de pas compétent, juste pour la question de son genre. C'est une question qui devrait pas se poser. Enfin, moi, je suis assez... Non, je suis tout à fait d'accord, ça a peu de sens. Non, je voulais rappeler que on dit les emplois techniques, les femmes et les hommes dans les emplois techniques. Mais en fait, il y a des sous-marchés du travail. C'est qu'il y a quand même énormément de variations. Quand on travaille dans un établissement qui relève de la fonction publique, en régie, quand on est dans un prestataire technique, quand on est dans un grand lieu, un petit lieu, quand on croise ça avec les modèles économiques, la taille de la structure, les esthétiques, du coup, ça crée beaucoup de variabilité. Ça crée beaucoup de variabilité sur les compétences attendues, sur les modes de travail, sur les rémunérations, sur les possibilités de parcours. Et puis on rajoute encore un autre levier, facteur plutôt de variabilité, c'est l'emploi permanent et l'emploi intermittent. Et là, on voit que les femmes vont plutôt sur des emplois de permanents qui sont des CDD, dans la technique, un peu de CDI, mais un peu de CDI ou mais majoritairement des CDD. Et les hommes vont plutôt sur les CDD d'usage. Étonnamment, on pourrait dire que la précarité du côté des CDD d'usage des intermittents, oui et non, parce qu'effectivement, c'est de l'emploi fragmenté, c'est de l'emploi qui est parfois complexe, mais les rémunérations sont plus élevées. Et un autre aspect positif de ça, c'est qu'on acquiert de l'expérience, parce qu'on cumule des situations de travail chez des employeurs variés, qu'on peut choisir plus facilement ses projets. Enfin, ça, c'est pour ceux qui sont dans le haut du panier et qui arrivent à travailler régulièrement. Et ça crée un déséquilibre dans le genre. Les femmes plutôt du côté des CDD, attachées à certains emplois pour des questions aussi d'équilibre de vie perso et de vie professionnelle. On l'a vu avec les maternitantes. Donc bref, tous ces sous-marchés du travail complexifient encore la situation. Et quand on essaye d'agir pour rééquilibrer et pour promouvoir les métiers, vous l'avez dit, c'est des actions qui sont à chaque fois très fines, de témoignages, de mise en lumière par de l'image, par de la vidéo. C'est très utile. Il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui font de la vidéo, qui mettent ça sur leur site, que ce soit des opéras ou autres, qui montrent leur métier. La scène musicale, par exemple, a fait un truc super. Il y a beaucoup de témoignages avec des petites vidéos où on voit les gens au travail, ça circule, ça discute. Donc ça, vraiment, c'est très impactant. Donc ça aide vraiment à voir quel métier on pourrait faire, à se projeter. Mais il reste encore toute une partie dans l'ombre, c'est comment on y accède. C'est que, oui, si on met des critères de bonification pour qu'il y ait plus de femmes sur les plateaux, c'est super, on est tous d'accord. Mais il va quand même falloir préparer à ces compétences, à ces métiers. Donc on va se retrouver là sur la partie formation professionnelle et notamment initiale pour que les femmes arrivent dans ces formations. Et le travail qu'on a à faire, c'est de mieux les repérer, ces formations, parce que c'est pas très simple dans notre secteur de se dire moi je veux bien bosser là-dedans, je veux devenir ingénieur du son, mais je vais où, je commence par quoi, est-ce qu'il y a des prérequis, zut, je suis nulle en maths, ce genre de choses. Donc on a vraiment tout un boulot maintenant, parce que les métiers, on commence à mieux les connaître et de voir quels sont-ils, quels sont les débouchés. Mais il va falloir qu'on fasse plutôt maintenant un travail complémentaire de mise en lumière des parcours, de comment on passe d'un métier à un autre, est-ce que c'est faisable, où est-ce qu'on se forme, combien ça coûte, est-ce que ça peut être pris en charge, toutes ces questions-là en amont. Et les femmes sont aussi beaucoup plus frileuses pour aller mettre X euros dans une formation longue ou courte que les hommes. Elles seront là aussi à un plafond de verre, je trouve, pour se dire je peux le faire, je m'inscris et je vais aller au bout de mon parcours certifiant ou pas.
Après, je pense que c'est l'histoire aussi de tout le monde. Enfin, c'est pas une histoire d'émancipation féminine, c'est une histoire d'égalité pour la société. Et par exemple, il y a même dans les équipes techniques où il y a beaucoup d'hommes, souvent la légitimation, elle se fait dans notre... comment on a été beaucoup construit par l'école aussi, c'est souvent la référence masculine qui ouvre des portes. On dit, ah, il m'a aidé. Et je pense que les hommes qui sont derrière les consoles, ils peuvent aussi à un moment soutenir des jeunes techniciennes ou techniciens, mais en tout cas techniciennes si on parle là, à un moment ce passage de la console, de dire vas-y tente, je suis là de toute façon, mais de laisser aussi la place ou d'accompagner. On va pas faire il y a des équipes permanentes qui existent, il y a des équipes intermittentes qui sont aussi des fois qui sont fixes et qui se perpétuent et c'est comme ça, mais chacun peut aussi agir à son endroit. Et y compris les techniciens en poste, puisqu'il y en a beaucoup plus. Enfin, voilà, je parle des techniciens parce qu'il y en a beaucoup plus, mais de dire, je vais aller sur cette première partie, sur ce groupe, tu es en stage de formation professionnelle où tu commences, voilà, je t'accompagne, je te soutiens, mais tu peux tenter. Et du coup, ça ramène, je trouve aussi, l'idée que chacun, là au masculin, et chacune a un pouvoir d'agir sur la situation. Et c'est pas qu'un poids ou qu'une histoire de technicienne. C'est un secteur qui veut tendre vers peut-être plus de parité, d'égalité et d'équité, jusqu'à si on veut boucler tout. Mais il y a une place pour tout le monde et puis on peut tous, je pense, trouver des endroits de soutien et de laisser une place pour que ça bouge en fait. Amandine, est-ce que vous voulez dire le mot de la fin ? Oui, alors je trouve ça très intéressant tout ce que j'ai entendu et je trouve ça notamment intéressant cette idée de mentorat et de donner plus de confiance aux femmes et aux rôles modèles. Mais j'ai quand même un petit bémol ou une petite interrogation qui peut mener vers une ouverture, c'est que finalement, et ça rejoint ce que je viens d'entendre, mais finalement c'est souvent les femmes qui se retrouvent aussi avec la charge mentale de se prendre en charge elles-mêmes et d'aller de travailler à leur égalité, j'ai envie de dire, et de travailler à leur confiance, et de travailler, allez, c'est à toi d'aller vers. Mais par exemple, pour se remettre dans le cadre de la maternité, de la parentalité, ce qui se passe concrètement, c'est que les femmes sont souvent les seules, ou en majorité celles qui vont prendre en charge la charge mentale de savoir gérer sa vie personnelle ou familiale et sa vie professionnelle. Et elles le font très bien. Elles y arrivent souvent très bien. Elles font des pieds et des mains pour mener une carrière, faire garder les enfants, être présentes quand même, etc. Mais ce que je veux souligner, c'est que il me semble, donc, d'après mon constat, que certains hommes se sentent moins concernés par cette question et se disent simplement « moi, je mets la carrière en avant, c'est comme ça ». Et je me demande si, quelque part, ça ne serait pas intéressant de faire aussi un mentorat pour hommes, mais qui serait dans le sens, non pas de leur avoir confiance, mais de leur apprendre aussi à gérer ça, ce que les femmes font plus naturellement, c'est-à-dire ça aiderait énormément les femmes et ça amènerait aussi énormément d'égalité si les hommes se sentaient concernés par tout ce qui n'est pas professionnel et ne disaient pas que sous prétexte qu'il y a du travail et de la carrière en jeu qu'ils ont aussi un rôle à jouer pour prendre en charge toute cette charge mentale et donc les aider à s'impliquer là-dedans. Qu'est-ce que ça ferait concrètement ? Ça ferait aussi que peut-être que les choses seraient pensées sur les lieux de travail pour justement gérer la famille, les petits-enfants, parce qu'il y a aussi souvent des couples d'intermittents, par exemple, qui doivent se partager des tournées et c'est souvent la femme qui va se sacrifier. Et ça pourrait être très intéressant que des choses soient créées sur les espaces de travail, etc. Et, dernière petite chose, ça m'amène aussi à s'interroger, puisqu'on parle d'égalité, sur les logiques de pouvoir qu'il y a aussi, parce que c'est pas qu'une question de genre, mais c'est aussi de savoir qui prend les décisions. Enfin, ça rejoint une question de genre. C'est qui prend les décisions et donc quel est le biais qui est donné sur les décisions. Et c'est vrai que tant qu'on est dans une logique de pouvoir où il y a un excès de pouvoir qui peut être donné à des gens plutôt masculins,
enfin voilà, une pensée, et ben il n'y a rien qui va être ouvert pour que les femmes, mais ça rejoint ce que j'ai entendu, hein, puissent se dire, allez, je peux le faire même si j'ai des enfants, je peux le faire même si j'ai pas la formation. Voilà, donc c'est, il me semble qu'on a encore des possibilités à explorer. Voilà. Merci Amandine, parfait pour comme mot de la fin. Je vais maintenant ouvrir la parole à la salle. Est-ce que certains ou certaines d'entre vous ont des questions? Bonjour, merci pour cette table ronde passionnante. Je m'appelle Sophie Proust, je suis journaliste à la revue Théâtre et également maîtresse de conférences en études théâtrales. Hier, j'ai modéré une table ronde qui s'intitulait Directrice et directeur technique, un pari gagnant pour Reditech, réunion des directions techniques. J'avais peur que ça fasse doublon et pas du tout, donc je vous invite tous à regarder en streaming, c'est complètement complémentaire et c'est passionnant. Et j'avais 2 questions. Une question pour Carole, pour le chiffre de 19% pour direction technique et régie générale. Est-ce que pour l'année prochaine, il y aurait la possibilité de séparer direction technique et régie générale, puisque le chiffre qui circule, mais pour lequel j'ai aucune donnée officielle, c'est que pour les directions techniques, on sera à 4%. Donc je trouverais ça formidable qu'on puisse faire la distinction. Ça mettrait en plus en valeur les femmes qui font de la régie générale et ça montrerait aussi le travail à faire de tout ce qu'on vous avez dit pour la valorisation des métiers sur la direction technique. Ça, c'est ma première question. Et la deuxième, c'est pour Stéphanie. Vous avez dit il faudrait demander aux techniciennes pourquoi elles partent de ce métier et pourquoi il y a des freins. C'est la grande question que je me pose aussi, parce que le problème, c'est qu'à partir du moment où elles sont parties du métier, on n'a plus forcément accès à elles. Et j'ai une hypothèse qui est malheureuse, avec des éléments pareils qui ne sont pas scientifiques, mais qui sont par les discussions avec les associations, c'est que l'une de ces grosses raisons, j'écarte la maternité, c'est aussi ces violences, ces harcèlements sexuels et sexistes. Et les femmes, notamment les primo-entrantes qui partent assez vite, et là les tableaux du travail de Carole sont absolument fantastiques, font que là on n'a pas de données. Et comment faire en sorte de consulter ces femmes pour avoir des données qui permettraient d'affirmer ou non ça, pour pouvoir aussi avancer sur le fait qu'elles puissent rester dans ce métier-là. Voilà, merci. La réponse technique sur les indicateurs, je prends ma casquette de sociologue qui est mon métier d'origine. Pour arriver à ce résultat-là, le petit tableau que je vous ai montré, là, que vous retrouvez dans la note, c'est une semaine de codage de ma part sur des bases d'emploi issues de la DSN, la Déclaration nationale sociale des emplois qui est retraité par le groupe Audience. Et on a des intitulés d'emploi qui sont très larges, qui sont très flous. Donc déjà, ce sont des paquets par métier. Une semaine de mon temps de travail, c'est déjà beaucoup. Et surtout, on a des déclarations multiples. On sait bien que quelqu'un peut être directeur technique le lundi, régisseur général le mardi et ingénieur du son. Donc ça... C'est compliqué, c'est long, c'est coûteux et ça n'a pas forcément beaucoup de sens. Et puis vous pourrez toujours aller plus loin, vous allez me dire, oui, mais il faudrait regarder tel ou tel métier. Bon, il faut aussi accepter la limite de la source, la limite de la donnée, parce qu'on peut aussi retravailler. Ceux qui sont costumiers et perruquiers, ce n'est pas le même métier. Coiffeur et perruquier, c'est pas le même métier. On pourrait avoir une association professionnelle qui me dit, moi, je voudrais savoir exactement ce qui se passe pour telle ou telle situation. Moi, pour avoir ces données-là, c'est vraiment une aiguille dans une botte de foin. Il faut aller regarder des intitulés d'emploi. Je crois que j'en ai 20 000 à coder tous les ans. C'est juste une horreur. Plus la féminisation et les fautes d'orthographe. Donc, après, ce qu'il faut faire, c'est des travaux qualitatifs, c'est-à-dire regarder que chacun de là où il est, c'est pas un point d'arrivée, ces statistiques, c'est un point de départ pour se questionner, pour aller creuser, pour faire des enquêtes. Et en plus, on a vraiment beaucoup de métiers dans notre secteur. C'est notre richesse, mais c'est aussi la difficulté pour la politique de formation et la politique sociale. Sur les VHSS ?
Je commence et tu complètes. Effectivement, oui, non, sur les VHSS, il y a un vrai sujet. Il y a de plus en plus de personnes, de structures qui forment leurs équipes quand même à ces sujets-là. Mais effectivement, dans les métiers techniques, les techniciens, techniciennes étant régulièrement des intermittents, intermittentes, la formation, elle n'est pas coordonnée. On revient toujours sur la question de l'employeur et la façon dont les employeurs coordonnent des questions RH pour des intermittents, intermittentes. La formation, elle est accessible pour des intermittents et intermittentes via l'AFDAS notamment. Sur ces questions de violence et de harcèlement sexuel, il y a un gros travail de sensibilisation qu'il faut continuer à faire. Mais c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais c'est une vraie cause de sortie aussi de ces métiers et du secteur culturel et musical en général. Mais moi, sur les chiffres, je sais qu'il y a pas mal d'enquêtes qui sont en cours sur des questions de référents, référentes en lien avec ces VHSS. Donc il y a plusieurs structures qui mènent ces choses-là. Il y en a beaucoup qui sont plutôt axées sur le milieu festif, mais du coup plutôt à la relation avec les publics et les cas dans les publics. Mais il y a des travaux qui sont en train de mener, notamment je pense justement à La Petite, qui est une structure de formation qui fait une enquête auprès de ses référents, référentes, mais pareil, je crois que c'est en milieu festif aussi en fait. Je suis en train de réaliser. Et moi aussi, alors le chiffre des 4% de directrices techniques, entre 3 et 4%, je sais pas, je ne me rappelle pas de la source, mais je l'avais en tête aussi. Et que effectivement, c'est deux métiers. Bon, c'est des contraintes de boulot, mais c'est deux métiers aussi en termes de cadre aussi, d'encadrement. Et sur l'histoire des VSS, en fait, peut-être l'inverse, c'est d'interdire ou de sanctionner pour pas qu'elles partent. Voilà, de sanctionner les VSS sur les plateaux et de dire que peut-être d'autres partiront, enfin des techniciennes partiront moins. Mais voilà, ça passe par le fait de faire de la formation, d'être apte derrière à mener des enquêtes quand il y a des cas, à permettre aussi aux personnes de savoir qu'elles peuvent signaler dans les structures. Donc il y a quand même beaucoup de démarches à mettre en place pour les structures à ce niveau-là. Ne serait-ce que pour en parler. Encore une fois, on revient toujours à la question de la prise de conscience, hein, mais c'est quand même la première brique de cette grosse maison, quoi. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Merci. Bonjour, moi je m'appelle Alexia, je fais partie du programme Pulse justement en tant que mentor en lumière. Du coup c'était juste pour répondre par rapport aux freins en tant que technicienne, puisque c'est mon cas. Déjà le frein d'accès, c'est déjà que je pense que c'est moins visibilisé que des métiers artistiques comme comédienne, musicienne. En tant que femme technicienne, on n'en voit vraiment pas. Donc en effet c'est des métiers de l'ombre comme tu disais Stéphanie. Donc ça c'est compliqué. Et ensuite sur le terrain, je pense que par rapport aussi aux musiciennes, comédiennes, on est un peu plus longtemps sur le plateau. C'est-à-dire qu'on va arriver très tôt le matin sur le plateau et on va être très vite confronté aux gens qui nous accueillent, principalement des hommes cis. Et on va être confronté sur une longue durée à beaucoup de remarques sexistes. Donc c'est assez usant. Et je sais que moi il y a pas mal de femmes avec qui je parle aussi de ça, de toutes ces remarques qui nous usent sur une longue durée. C'est pas juste 2 heures les balances, ce qui est déjà très fatigant pour les musiciennes. Et du coup, je pense que ce qui est dans les VHSS, j'ai aussi pas mal d'histoires dans mon entourage, et c'est vrai que il y a beaucoup de gens qui me contactent sur Instagram notamment qui ont arrêté la musique, qui sont passés plutôt dans le théâtre par rapport à ces histoires de VHSS et qui veulent recommencer à faire de la lumière, en tout cas dans la musique, mais dans un cadre plus safe, quoi. Voilà, c'est juste cette remarque-là. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres... Oui. Oui, bonjour. Bruno Bure du CFPTS, donc un centre de formation pour les techniques du spectacle. Déjà très bien pour cette table ronde. Très contente de voir qu'il y a des stratégies de mentorat qui existent. Je pense que vous pouvez directement rentrer en contact avec des centres de formation. On n'est pas très nombreux en France, hein. On doit se compter sur les doigts de la main. On sera certainement tous, je parle pour le CFPTS, mais je pense que mes collègues feront la même, c'est-à-dire que si vous voulez venir sensibiliser nos apprentis IE et apprentis tout court sur ces sujets-là,
venez faire des conférences chez nous, on vous met les lieux à disposition, ça sera fait. Sur les VHSS, c'est inclus dans nos programmes de formation depuis des années. On sensibilise aussi les RH de toutes les sociétés qui accueillent nos apprentis. Et il y a aussi beaucoup de démarches qui sont faites. Et nous, on a fait beaucoup d'actions de formation autour de ces sujets-là. J'espère que ça va aller dans le bon sens. Je voulais aussi dire que sur les métiers techniques du son, on constate le même problème, mais nous, on le constate à l'entrée, c'est-à-dire qu'on n'a pas de candidate. Actuellement, en administrateur de réseau scénique, j'ai une femme dans la promotion. C'est la seule qui a postulé, elle a été prise. Sur la promotion de régisseurs, je crois qu'elles sont 3. Elles sont 3. Je crois que c'est celles qui ont candidaté qui sont choisies. En fait, là, je m'adresse à toute l'Assemblée, hein, c'est l'éducation des jeunes femmes. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de penser que les jeunes femmes ne sont pas capables de faire des métiers scientifiques. Les maths, les sciences physiques, c'est important. Et malheureusement, pour les régisseurs son, les régisseuses son, on demande à avoir un prérequis qui est bloquant pour l'accès à cette formation. Et c'est bien dommage, parce que je trouve que la nouvelle génération est très, très ouverte. Les métiers techniques, oui, ce sont des métiers de l'ombre, mais au même titre que pour les hommes. Moi, dans la régie plateau, ça fait 4 années consécutives qu'on a plus de femmes que d'hommes en apprentissage. Donc, ce n'est pas un problème des jeunes femmes de vouloir faire des métiers techniques. Non, c'est plutôt sur la partie prérequis. Là, on a tous une part de responsabilité. Voilà. Je me permets de compléter, parce que je suis formatrice occasionnelle. Et je voulais dire 2 choses. Ça fait depuis 2 ans que je sens monter dans les jeunes femmes que j'ai face à moi, non seulement des remerciements, ce qui pour moi est complètement déroutant, d'être là et d'offrir de la visibilité. Donc ça, c'est très important, il faut travailler là-dessus. Qui remercie d'être femme formatrice technique. La première fois ça m'est arrivé, je me suis assise en fait, parce que voilà. Et j'ai de plus en plus de demandes de mentorat. Donc j'ai tout noté, parce que là je pense à une jeune femme qui m'a encore contactée il y a une semaine en me disant moi je veux faire Caller System, et je veux faire Caller System. D'accord, et je m'y prends comment? Parce que je m'y prends comment? Voilà. Donc je pense qu'il y a une grosse demande. Et là où je rejoins complètement Bruno, c'est que pour le coup, moi je fais les formations pas super techniques, un petit peu quand même dans le son. Et je vois bien la réaction dans les interventions, c'est-à-dire je sors la console, qui se met dessus? Les mecs, voilà, parce qu'on est fruit de nos éducations et on arrive là et bien non seulement ils passent avant, mais en plus, il y a une sorte de réactivité et les filles vont avoir tendance à se reculer. Je pense que c'est le fruit de la société, c'est pas juste nos métiers, c'est le fruit de l'éducation, mais il faut commencer très tôt, quoi. Voilà. Juste une petite note d'espoir, du coup, on est la promo à l'ENSAT et en direction technique, et on est 6, sur la promo de cette année, on est 6 femmes pour 4 mecs. Donc on va arriver. C'est vrai. Juste rajouter une petite question pour vous justement. Dans les organismes formateurs, moi j'en fais beaucoup et c'est toujours des hommes formateurs. Et ma question c'est pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus de femmes formatrices, sachant que maintenant il y en a quand même pas mal qui ont pas mal d'expérience, ou que je connais en son, en lumière, qui pourraient le faire. Et ça c'est vraiment important aussi, c'est d'avoir pour nous des femmes formatrices. Ce serait assez différent. Voilà. Alors, la directrice des formations chez nous est une femme et elle travaille au quotidien à essayer de trouver de nouvelles intervenantes. Et oui, il y a de plus en plus de femmes qui sont dans les métiers, mais quand on doit être pédagogue en plus, c'est une étape supplémentaire. C'est-à-dire qu'il faut avoir l'expérience et la partie pédagogie, et c'est pas toujours facile à trouver. Je vais laisser la parole à Maria, qui est de chez nous aussi, qui, elle, trouve les intervenants, peut-être. Déjà, merci beaucoup pour cette table ronde. En tant que femme, ça fait vraiment du bien. En tant que femme qui vient aussi des métiers de production et des métiers techniques. Donc, ça fait du bien par rapport... Donc, je travaille au CFPTS également. Donc, côté pédagogique, effectivement, côté pédagogique, nous ne sommes que des femmes. À l'inverse, en tout cas, sur l'organisationnel de la pédagogie. Et pour compléter par rapport à... pour ajouter peut-être un curseur sur l'accessibilité du métier d'intervenante dans nos centres de formation, je crois aussi qu'il y a des croyances qui subsistent et non pas
le fait d'être non formé à la pédagogie ou quoi, mais plutôt des croyances qui viennent du terrain, qui sont, ouais, alors bon, mais moi déjà, j'ai dû un peu jouer des coudes dans tous les sens pour en arriver là. Et donc, pour arriver aussi à la transmission, ça peut être aussi compliqué. Je crois qu'on a un travail de communication très... je trouve que c'est très challengeant pour nous, centre de formation, parce que, voilà, quels sont les leviers qu'on... je pense qu'il faut qu'on soit créatif pour casser un certain nombre de barrières. Quels sont les leviers pour justement ouvrir à cela? Parce que ce qui est très intéressant chez nous aussi, c'est que la cohabitation de l'apprentissage, donc de la jeunesse, et de la formation continue, donc des intermittents et des techniciens et techniciennes qui doivent se former tout au long de leur vie, désolé de reprendre des mots, mais qui finalement sont assez vrais dans l'intermittence, viennent aussi nous bousculer, nous, sur... mais comment ça se fait effectivement qu'il n'y a pas, que dans les jurys, il n'y a pas égalité? Comment ça se fait qu'il n'y a pas plus de formatrices alors que dans la lumière et sur le plateau, on voit bien que ça se féminise? Donc nous aussi, ça vient, je trouve, voilà, nous bousculer sur la manière dont on a travaillé et puis comment on peut être polarisant sur la formation par rapport aux femmes. Et exemplaire aussi. Parce qu'on est quand même un endroit de formation, donc on a une forte responsabilité. Merci beaucoup. On va devoir libérer la salle. Merci à nos 4 intervenantes pour cette belle table ronde. Merci à vous d'être venus.